Bien, merci à toutes et à tous. Je ne sais pas si vous m'entendez bien. Je vous propose qu'on conclue la journée, du coup, qui a été très riche et intense, je le sais, par effectivement ce dialogue conclusif qu'on a voulu organiser. Du coup, on a l'honneur et le plaisir de recevoir autour de la table 4 personnes qui représentent chacune et chacun leurs institutions et un pan de l'architecture. Je voudrais les présenter très brièvement. On a donc Léa Mosconi, qui est présidente de la Maison d'architecture d'Île-de-France, Julien Bargeton, président de la Cité de l'architecture et du patrimoine, Magali Pinon-Lecomte, qui est sous-directrice de l'architecture et de la qualité de la construction et du cadre de vie, je ne me trompe pas, je crois, au ministère de la Culture. Et enfin, Laurence Berthaud, présidente du CROAIF. Avant ça, je voudrais simplement du coup donner la parole à Lorenzo Diez, que je salue et que je remercie chaleureusement. Je pense qu'on peut l'applaudir pour la contribution qui a été la sienne quant à l'organisation vraiment et au fil conducteur, au fil rouge de toute cette journée. Voilà, je pense qu'il va dire quelques mots pour son ressenti de la journée et puis effectivement introduire en quelque sorte les échanges qui seront du coup libres, assez libres. Chacun aura effectivement la possibilité de réagir pour exprimer ce qu'il ressent sur cette question de la valeur dont on a bien compris qu'elle était très riche et plurielle. Voilà, donc je laisse la parole à Lorenzo Diez et ensuite je donnerai la parole à chacun ici. Merci Maxime. Je ne vais pas être très long. Et peut-être que ce que je voudrais partager avec vous aujourd'hui, en ce début de fin de journée d'assises, comme ressenti, vous m'avez fait la gentillesse de me nommer ou de me proposer d'être commissaire. Alors je voudrais vraiment dire que c'est un commissariat, je ne suis pas du tout habitué au commissariat, il y a des gens qui sont plus habitués au commissariat, même si je suis commissaire du gouvernement du Grand Est, voilà. Mais il y a des gens qui sont plus habitués au commissariat, notamment d'exposition. Et là, c'était vraiment un commissariat délicieux parce que complètement à 100% humain. Et donc, je voulais vraiment en profiter, peut-être, pour dire le plaisir que j'ai eu à bosser avec toutes les équipes du CROAIF. Et du coup, je vais proposer aussi des applaudissements. Je pense qu'on peut très clairement applaudir l'ensemble des conseillères et conseillers, l'ensemble des conseillères et conseillers de cette journée qui ont vraiment se sont mobilisés. Mais je voudrais aussi qu'on profite aussi pour un autre applaudissement, l'ensemble des permanents, comme on les appelle, Maxime au premier rang, et puis beaucoup d'autres qui ont voilà, véritablement bien mené cette journée. En fait, vous avez compris que c'est ce commissariat, puisque quand on fait un commissariat, je pense qu'on expose des œuvres. Non, on organise. Voilà. Et en fait, les œuvres de cette journée, c'est déjà vous, le public. Et j'ai pu le mesurer dans les ateliers, être absolument bluffé du niveau d'échange, de la qualité d'écoute, de la diversité du public qui était ici. Et donc, comme des fois on entend dire les architectes, ouvrez les portes, vous êtes un peu entre vous, et bien là on a eu vraiment quelque chose d'assez magnifique. 4 ateliers, 4 salles dans lesquelles il y avait des gens d'une diversité, d'une variété, des gens qui parlaient, des gens qui s'écoutaient. Donc les premières œuvres qui ont été exposées dans cette journée, c'était évidemment vous, le public. Et puis je dirais, le reste des autres œuvres, ce sont évidemment ces permanents, ces conseillers. J'ai beaucoup eu de plaisir à accompagner ces œuvres pour les exposer de la meilleure manière que ce soit, que ça puisse être. Et je voudrais vraiment les remercier. J'ai mesuré la qualité de votre engagement, j'ai mesuré, y compris, et si vous me le permettez, le progrès dans votre engagement. Et j'ose pas imaginer ce que vont être les 3e assises. Voilà, et du coup, en attendant les 3e assises, concentrons-nous sur la fin des 2e assises déjà, et sur la question de la valeur. Et je pense qu'on peut passer la parole peut-être pour commencer. Je ne sais pas si tu as prévu un ordre. Oui, absolument. Bah, du coup, je vais commencer par Magali Pinon-Lecomte. On a échangé très brièvement tout à l'heure et vous m'avez dit que ce sujet était extrêmement important pour vous, y compris à titre personnel, que vous y portiez beaucoup d'importance. Donc voilà, je voulais tout simplement vous poser la question sur ce que vous avez retenu de cette journée et puis surtout sur votre lecture de la question de la valeur en architecture. Merci beaucoup. Alors évidemment, je poursuis, c'est affreux, tout le monde va
remercier. Ça va être un tunnel de remerciements. Donc, non, mais c'est sincère. Laurence, merci beaucoup de ton invitation. C'est vraiment, pour moi, très important d'être ici. Vraiment, c'est sans flagornerie. C'est très sincère, à la fois parce que c'est un Croat, parce que c'est Laurence, et aussi parce que c'est sur le sujet de la valeur avec le commissaire Lorenzo. Donc là, j'ai la totale en fait pour être heureuse, et donc vraiment très contente. Effectivement, vous avez raison. C'est une des raisons qui m'a fait prendre ce poste en fait au ministère de la Culture. C'est la question de la valeur de l'architecture, puisque je suis moi-même architecte urbaniste de l'État, et j'ai fait en fait l'ensemble de ma carrière, on peut dire maintenant, vu mon grand âge, au ministère de la Transition écologique, plutôt environnement, logement et équipement, et j'ai vu à quel point en fait cette profession souffrait de la question de la valeur, enfin de la reconnaissance, voilà, d'un problème de reconnaissance, et que la question de la valeur, à la fois des architectes en tant que professionnels, mais aussi de l'architecture en tant que discipline, souffrait aussi d'un manque de visibilité ou de peut-être de connaissances autour de la question de la valeur. Donc pour moi, c'est vraiment le sujet. S'il y a un sujet, c'est le seul. Et c'est vraiment très important de s'y attacher. Alors, j'avais été très présomptueuse. Je m'étais dit, bon, je vais parler en fait un peu de ce que fait le ministère. En fait, c'était un peu quand même la commande de dire, en fait, notre institution, chacun, voilà, comment on porte cette question de la valeur. Et en tout cas, donc moi, j'avais préparé un triptyque comme on fait à Sciences Po. Avec 3 sujets. Et puis, en fait, je me suis rendu compte d'abord que, mon Dieu, ça ouvrait, les débats qui ont eu lieu depuis ce matin ouvraient en fait plein d'autres dimensions que les 3 que j'avais déjà que j'avais identifiées et qu'on a identifié au ministère de la Culture, et j'y viendrai. Hein. Je serai pas trop longue, mais en tout cas, la polysémie, c'est ça, comme ça qu'on dit, monsieur le docteur. C'est la polysémie de la valeur. En fait, elle est encore plus grande. En fait, j'en ressors encore plus confuse et troublée en y arrivant. Donc, effectivement, comme disait Hélène en introduction, s'attaquer à cette question, c'est difficile. Et donc, malgré tout, je vais quand même essayer de vous présenter en fait ce que j'avais pensé et qui s'est enrichi au fil de la journée. En fait, j'ai essayé de piocher, de picorer dans ce que vous vous êtes dit pour pouvoir faire une passerelle entre ce que j'avais prévu de raconter autour de 3 dimensions. Donc, dimension évidemment économique. On l'a vu, alors bravo d'avoir invité cette dame de Que Choisir, là, c'était formidable. Oh, j'ai trouvé ça très bien. Et comme le monsieur de l'agence aussi, l'agence Architecture Collection, c'est vraiment très bien de ne pas rester entre nous, entre architectes. En fait, il faut vraiment inviter des gens qui parlent bien d'architecture et différemment. Donc ça, bravo pour ça. Donc la dimension économique, évidemment, mais plutôt au sens large. La dimension architecturale disciplinaire, on va dire, et puis la dimension plus culturelle et politique. Donc je mets mes lunettes. Alors quelqu'un a dit, je citerai pas, je ferai comme la dame là tout à l'heure. Là, je vais pas citer les gens, je vais pas noter les noms. Mais quelqu'un ce matin a dit que c'était compliqué la question de la valeur. C'était quelqu'un qui était dans la salle, et en fait c'est quand même pour moi un bon moyen justement pour rentrer dans le sujet du rôle et du besoin en architecture et en architecte. Moi, je trouve que la question, elle est vraiment centrale. Donc, valeur économique, vous dire que pour nous, évidemment, la question, et je l'ai dit tout à l'heure en introduction, la question de la place de l'architecture et des architectes dans la chaîne de production, en fait, de la fabrique urbaine et de la ville et bâtimentaire, elle est centrale. Et vraiment, je suis bien placée pour vous dire qu'elle est dans certains secteurs et dans certains endroits complètement invisibilisée. Au pire, au mieux, mal connu, on va dire. Et donc, on est très attaché au sein du service de l'architecture, et avec mon équipe, donc il y a Julia qui est là, il y avait Mathurin qui était là ce matin, avec un outil, on est très attaché à justement renforcer tout le travail, toute la connaissance de cette filière économique, de la mettre en visibilité avec un outil qui s'appelle l'Observatoire de l'économie de l'architecture. Et donc c'est dans ce cadre que en fait le service de l'architecture rassemble dans un dispositif qui se veut le plus collégial possible, donc l'ordre des architectes qui est représenté, en fait l'ensemble
l'ensemble des partenaires du secteur y sont représentés. Et donc dans cet observatoire, on a la question de la connaissance de la filière, du développement de stratégies aussi pour rendre plus visible cette filière, et puis objectiver, donc on y est, la plus-value des architectes et de l'architecture, donc la valeur et les valeurs, avec cette question temporelle, on l'a bien vu, et des différents temps d'intervention des architectes dans la production, puisque c'est aussi ça qui est aussi important ne pas en fait limiter l'intervention de l'architecte à des questions, par exemple, soit de conception, on l'a dit, de projet. Alors je voulais aussi dire qu'au sein de l'État, on a les projets de loi, donc on a d'autres projets. À la fois ne pas limiter les architectes à la conception, mais aussi jusqu'à en fait être dans un continuum dans la chaîne de production de valeur. Donc ça c'est très important pour l'observatoire. Pour la question autour de la valeur architecturale qui est plus technique. Là, évidemment, on est au cœur du sujet, puisqu'on parle de la création architecturale, de la question de la qualité architecturale et de la reconnaissance, en fait, de l'expertise, des compétences des architectes et des valeurs de l'architecture. Et là, je fais écho à ce qui a été dit. On est beaucoup dans le autour de cette question de la valeur architecturale, et de la recréation de valeur avec, et ça a été dit par Hélène Fernandez en introduction, le sujet de la réhabilitation qui est vraiment au cœur de nos réflexions au sein du ministère, donc de la réhabilitation avec la question de la réparation, de la restauration, la revalorisation, et avec des réponses spatiales et d'usage face aux nouveaux défis contemporains. Alors pour ça, on s'attache à reconnaître et à valoriser à la fois les acteurs avec des prix, donc pour donner de la valeur justement à ce qui est fait autour des prix de l'album des jeunes architectes et paysagistes notamment et autres voix, le Grand Prix évidemment national d'architecture, et puis autour des projets. Julia pourra répondre à vos questions, notamment on en a un peu parlé tout à l'heure, c'est la labellisation architecture contemporaine remarquable. Je ferai juste une focale sur ce formidable label qui est à deux titres intéressants. D'abord parce qu'il permet de reconnaître le patrimoine du XXe et XXIe siècle, bientôt, et aussi parce qu'en fait il est vraiment pour moi très moderne et très intéressant parce qu'il permet d'accompagner les interventions des architectes sur ces patrimoines et qui pose la question justement de la valeur. Qu'est-ce qui fait œuvre? Qu'est-ce qu'on reconnaît collectivement comme ayant de la valeur et qu'est-ce qu'on peut en fait transformer avec quelle nouvelle valeur? Donc la question de la valeur autour de ce label Acer est essentielle et fait débat. Donc et ça c'est important de le dire. Alors je vais peut-être un peu plus vite, j'avance. Après il y a toute la question de la médiation autour de cette valeur architecturale. On en a beaucoup parlé avec les CAIE qu'on essaye de défendre et de soutenir dans leurs difficultés actuelles, mais aussi le label VPH et aussi les maisons de l'architecture, mais ça, tu en parleras tout à l'heure. Alors, je finirai sur la valeur politique et culturelle qu'on retrouve dans l'article 1 de la loi de 77, qui énonce que l'architecture est une expression de la culture, donc que vous connaissez tous par cœur. Et là, notre rôle à nous va être de monter des stratégies d'influence autour de cette valeur culturelle et politique, de dire effectivement qu'en fait les architectes ne sont pas des techniciens comme les autres. Ils ont aussi justement des réponses culturelles et politiques apporter, et ça c'est pas facile en fait à démontrer. C'est pour ça qu'il faut des stratégies d'influence et il faut aller sur le champ du politique, du débat, de la controverse. Et dans ce cadre, le ministère donc organise des conditions d'animation de ce débat. En fait, c'est un de ses rôles. Donc, on avait organisé en amont des Journées nationales de l'architecture à la Cité de l'architecture et du patrimoine. Julien, tu en parleras peut-être. Donc, une grande journée en fait qui se voulait les rencontres nationales des acteurs de l'architecture, enfin de l'architecture, autour de 3 controverses sur faut-il encore construire, la transition écologique nous condamne-t-elle l'architecture à la standardisation ou au contraire
contraire au régionalisme. Et puis la troisième controverse, c'était l'architecture est-elle réservée à une élite urbaine? C'était ça. Donc voilà, donc on voit bien qu'il y a des questions de valeur derrière ces controverses, et le ministère, il est là pour ça, il est là pour aussi faire agiter la sphère intellectuelle, praticienne aussi, des praticiens autour de ces questions essentielles. Là, comme objet un peu emblématique, on a le palmarès Réhab 20e siècle, hein, qui est en train de se préparer dans sa deuxième édition. Et nous avons souhaité mettre autour de la table, enfin constituer un conseil scientifique dont un des membres du collectif ZERM, donc avec des praticiens qui sont des architectes qui interviennent à des échelles différentes, avec des pratiques différentes, pour débattre justement de ce qu'on doit identifier comme bonne réalisation de réhabilitation, et en quoi l'architecture est un acte, enfin en quoi la réhabilitation, pardon, est un acte de création architecturale, comment on démontre, ou on montre, en fait, vous parliez de Pauline, de monstration, de démonstration, donc là c'est dans ce cadre-là que le ministère intervient. Alors, est-ce que vous me laissez encore le temps de citer une seule chose? Je voulais, parce qu'elle me semble très importante, je tenais à vous lire en fait la déclaration du COMOS de 2002 sur l'engagement, déclaration d'engagement éthique des membres donc, de l'ICOMOS sur le système de valeurs. Alors, comme Hélène enfin chacun a fait des citations, donc ça rend intelligent. On a l'impression qu'on est intelligent en fait quand on cite d'autres que soi, et en général, et parfois c'est mieux d'ailleurs de citer les autres que de parler soi-même. C'est plus intéressant. Donc voilà, on entend par valeur, donc alors c'est très intéressant. Hein. On entend par valeur les croyances qui ont de l'importance aux yeux d'un groupe culturel ou pour un individu. Les valeurs incluent souvent des croyances spirituelles, politiques, religieuses et morales, c'est pour ça qu'on est dans une chapelle, sans toutefois se limiter à celles-ci. Les valeurs attachées à un lieu peuvent varier en fonction des individus ou des groupes, et elles sont perpétuellement renégociées. Et ça, je trouve que c'est très important, enfin c'est ce que j'ai essayé de montrer, en fait c'est vraiment sur cette posture que le service de l'architecture se positionne sur la question de la négociation, de la renégociation, puisqu'on est dans l'ère des et donc vraiment d'essayer de mettre en place des espaces en fait de dialogue et de négociation, justement pour parler des valeurs, des critères, de ce qui fait commun, puisque le ministère, enfin l'État est là pour ça, hein, non pas pour cliver, mais plutôt pour fédérer et voilà, et trouver du commun en fait entre à la fois les citoyens et les praticiens que vous êtes. Et donc merci encore beaucoup à Laurence de m'avoir conviée, parce que tout ça va apporter de l'eau à ce moulin qui, j'espère, ne tourne pas dans le vide. Et donc j'espère qu'on pourra bénéficier en fait de ce qui sera produit ici pour l'apporter comme une contribution à tout ce que j'ai pu citer en fait, voilà, comme les différentes entrées. Un grand merci pour cette prise de parole, c'était parfait. Je vais laisser la parole du coup à Léa Mosconi, qui effectivement, en sa qualité de présidente de la Maison d'Architecture, je pense aussi diffuse une certaine culture architecturale, et c'est dans son rôle. Donc j'imagine qu'effectivement par ce biais vous diffusez aussi des valeurs et une valeur de l'architecture. Je crois savoir également que vous enseignez, et donc par ce biais-là je pense aussi que vous diffusez de la valeur et que même vous en créez. Donc voilà, je voulais tout simplement avoir aussi votre regard et votre vision sur cette question. Merci beaucoup, merci beaucoup. En effet, j'enseigne, je suis maîtresse de conférence à l'école d'architecture de Paris-Belleville, et c'est pour ça que j'ai été retenue aujourd'hui et que je n'ai pas pu suivre les débats dont tout le monde m'a dit qu'ils étaient extrêmement riches aujourd'hui. Je vais me joindre à toi dans les remerciements à Laurence et au CROAIF pour l'organisation de cette deuxième édition qui ouvre un bel espace de discussion, de ce que l'on m'en a dit depuis que je suis arrivée, un bel espace de discussion, mais aussi un bel espace de rencontre pour débattre de ces questions qui sont chères à notre monde de l'architecture. Merci donc de nous amener à réfléchir avec Lorenzo à cette question de la valeur en architecture, ce qui fait venir les grands débats qu'ont pu agiter à la fois les facs de sociologie et parfois même les écoles d'architecture depuis le milieu du XXe siècle.
qui ont animé donc les discussions autour de la distinction entre qu'est-ce que la valeur, qu'est-ce que le jugement, entre la distinction entre valeur et norme, ce qui amène, si on extrapole et qu'on suit Habermas, les notions de loi et de morale, tu l'as un peu dit. Et puis sur une question tout aussi houleuse, mais tout aussi importante et intéressante, qui est celle du caractère subjectif et objectif de la valeur. Parce qu'en effet, la valeur, pour reprendre le philosophe américain John Dewey, c'est ce que l'on peut valuer, c'est ce que l'on peut évaluer, c'est ce que l'on peut mesurer, c'est ce qui confère un caractère objectif, mais la valeur, nos valeurs, ce qui a de la valeur à nos yeux, c'est aussi ce que l'on défend, c'est ce que l'on prend au sérieux, c'est ce qui compte, bref, c'est ce à quoi nous tenons, pour reprendre le magnifique titre du livre de la philosophe Emily H. Et donc, ce à quoi nous tenons, ça rapporte là aussi un peu de subjectivité. Donc, en assumant d'être complètement entre objectivité et subjectivité, j'aimerais revenir sur ce à quoi nous tenons à la Maison de l'Architecture Île-de-France, ce qui a de la valeur à nos yeux, ce qu'on peut à la fois évaluer, mesurer, quantifier, mais aussi ce qui porte les valeurs que nous défendons. Et cette discussion des valeurs, de nos valeurs, c'est une discussion qu'on a eue de manière extrêmement féconde et riche au sein de notre conseil d'administration et de notre bureau il y a quelques mois, voire un peu plus, quand on a fêté nos 20 ans, les 20 ans de la Maison de l'Architecture. Ça a été l'occasion de réfléchir à ce que l'on avait parcouru, à la trajectoire de la Maison de l'Architecture, à notre identité, et ce que l'on avait défendu pendant 20 ans et ce qu'on voulait défendre pour les 20 prochaines années. Et donc, ce qui a de la valeur pour nous, c'est par exemple quand chaque année, depuis 10 ans, on se retrouve ici, dans cette merveilleuse chapelle, pour l'inauguration de l'exposition La ville rêvée des enfants, devant une grande maquette qui est confectionnée par les enfants, par 3000 enfants chaque année, qu'ils réalisent dans des ateliers qui sont encadrés par des architectes de la Maison de l'Architecture, et donc que l'on voit ces enfants avec leurs parents, leurs pères, leurs mères, aussi les maires des communes qui ont participé, qu'on voit un certain émerveillement et qu'on se dit qu'on a participé, contribuer modestement, certes, mais contribuer à transmettre des questionnements sur le cadre de vie, sur l'espace, sur la ville, sur l'architecture et sur l'écologie. Dans un autre registre, ce qui a de la valeur pour nous, c'est par exemple récemment quand on organise 3 tables rondes passionnantes qui réunissent des architectes, des bailleurs, des anthropologues pour réfléchir autour des notions de maintenance, ce qui rejoint un peu ce que tu disais tout à l'heure, des notions de maintenance, pour regarder la maintenance en architecture comme une ouverture, comme un moyen de diversifier le métier d'architecte et pour regarder en effet l'existant comme ce qui compte, ce qui a de la valeur, ce qui constitue notre cadre de professionnels à venir. Ce qui a de la valeur pour nous aussi, c'est quand on monte, par exemple, l'année dernière, pour nos 20 ans, l'exposition Dessiner les territoires franciliens, avec la contribution d'une vingtaine d'architectes, et quand on voit tous ces dessins des architectes convoqués, mobilisés, et qui nous permettent de saisir peut-être autrement la complexité et l'hétérogénéité et l'épaisseur des territoires de l'Île-de-France. Ce qui a de la valeur pour nous, c'est quand au détour d'un prix qu'on a monté, le prix des diplômes et des mémoires de la Maison de l'Architecture, on plonge comme des petites souris dans les 300 diplômes et mémoires qu'on reçoit, et que là, tout à coup, nous viennent les questionnements, les doutes, l'enthousiasme, les obsessions d'une jeune génération des architectes à venir, des architectes de demain. Enfin, ce qui a de la valeur pour nous, c'est la question de l'habitat. La question de l'habitat, c'est une question qui a accompagné toute la programmation de la Maison de l'Architecture depuis sa création, depuis 2004. Parce qu'habiter, c'est pas seulement se loger, c'est, pour reprendre à Heidegger, vivre et exister. L'habitation, elle amène avec elle, des enjeux architecturaux, urbains bien sûr, mais aussi des enjeux financiers, politiques, des questions d'anthropologie, de sociologie également. Et donc, cette question de l'habiter, elle nous a mobilisés depuis 20 ans et on va y consacrer une grande séquence dans les mois à venir à la Maison de l'Architecture, une grande exposition qui s'intitulera Le logement pièce par pièce, qui amènera avec elle des tables rondes, des visites et autres, et qui nous permettra là aussi de rentrer dans l'épaisseur de l'habiter aujourd'hui confronté à tous les enjeux et notamment les enjeux écologiques. Je voudrais vous remercier de nous avoir invités à réfléchir à cette notion de valeur et puis nous avoir aussi, du coup, invités à se replonger dans ce qui compte pour nous, à ce qui a de la valeur et à ce que l'on défend. Grand merci encore, chère Laurence, et merci aussi Lorenzo. Merci.
Un grand merci pour cette contribution qui démontre bien, je crois, la vitalité du réseau de l'architecture en France et de tous ceux qui y contribuent. Et dans ce réseau, je crois que bien évidemment, il y a la Cité de l'architecture et du patrimoine, le joyau un petit peu de l'architecture quand même et de sa diffusion en France et à l'international. Vous qui êtes à sa tête, quelle vision vous avez apportée effectivement au sein de la Cité de l'architecture, dans sa gouvernance, et puis quel est effectivement votre regard que vous avez sur cette notion de la valeur ? Merci beaucoup, merci de votre invitation. On voit évidemment, ça a été dit tout de suite par Magali, le sens polysémique du mot valeur. D'ailleurs, les précédents rapports s'appelaient plutôt les valeurs de l'architecture. C'était une de mes prédécessrices qui l'avait écrit. On voit très bien que derrière le mot valeur, on peut mettre évidemment chacun un élément différent. Il y a ce qui a été posé par la loi de 77. Et puis ensuite, vous avez d'ailleurs abordé avec assez de courage l'idée quand même que instinctivement, on répondrait plutôt à la valeur économique, parce que c'est quand même aussi un secteur économique, l'architecture d'abord et avant tout, mais on voit tout de suite que derrière, il y a d'autres notions qui arrivent, mais je pense que entre nous, il faut aussi que on soit assez objectif et je pense que vous l'avez fait tout au cours de cette journée, d'aborder quand même le sujet. Quand on dit chaîne de production, ça veut dire aussi la place, y compris la place financière de chacune et chacun. Ce qui est important. Ça, évidemment, pas tout à fait ce qui concerne la cité, dans la mesure où nous sommes une institution culturelle. Donc notre rôle est de diffuser le goût et le savoir de l'architecture. La première notion, enfin moi quand je suis arrivé, la première notion de valeur, je crois, c'est quand même la valeur du contexte. L'architecture dans les territoires, je crois qu'il y a quand même la valeur territoriale de l'architecture, parce que c'est le cadre de vie des gens, en fait. Donc l'architecture, c'est une place publique, c'est la maison, le pavillon, le grand ensemble, l'immeuble, le périurbain, le rural, le paysage. Donc l'architecture, elle s'inscrit d'abord dans un territoire, elle a été vernaculaire, et puis il y a aussi, bien sûr, les noms des grands architectes. Alors c'est vrai que c'est un sujet pour vous, on pourrait poser le sujet des déserts architecturaux comme on pose le sujet des déserts médicaux. Il y a 47 architectes inscrits dans le Cantal. Bon, il y en a, je crois, 13 000 en Ile-de-France. Alors, il ne faut pas comparer le Cantal à une région, mais c'est quand même une question. Quand on parle de l'architecture, c'est quels sont les architectes, quelle place de l'architecture dans le territoire. Moi, je défends ça grâce au CNOA, et je remercie. On met en place un programme qui s'appelle Un maire, un architecte, un projet, à Paris et dans les territoires où un maire et un architecte dialoguent sur un projet réalisé. L'idée, c'est de montrer les difficultés qu'il y a eu, pourquoi, etc. Donc là, on va aller à Calvi bientôt, et on était dans des villes rurales, dans des grandes métropoles. On s'est un peu arrêté à cause des municipales. C'est normal, c'est ce qu'on appelle la réserve républicaine, et là, on repart. Donc pour moi, valeur territoriale de l'architecture d'abord. Valeur évidemment fonctionnelle, valeur du cadre de vie, de l'usage, puisque l'architecture est faite pour les gens. Et à partir de là, l'écologie, la transition écologique, évidemment, puisque dans ce cadre de vie, on met l'esthétique, la qualité architecturale, la beauté, etc. Mais moi, j'y inclus la transition écologique, le réchauffement, le risque d'avoir 4 degrés en plus à l'horizon 2100. On voit aujourd'hui, il fait chaud, etc. Bon, donc ces sujets, évidemment, sont primordiaux. À la Cité de l'Architecture, on organise chaque année un colloque sur l'écologie. Il y a plusieurs conférences, vous connaissez la Cité, il y a plein de choses, mais il y a toujours un colloque scientifique et le thème, c'est toujours l'écologie. Alors, une fois, c'est l'eau, l'avancée des déserts, le temps, la symbiose, enfin, il y a plein de sujets. C'est toujours réalisé avec des écoles d'architecture et toujours avec un laboratoire scientifique pour avoir des chercheurs et pour avoir une qualité scientifique du colloque. Donc, il y a cet engagement, on n'est pas du tout les seuls à le faire, mais évidemment, aujourd'hui, on ne peut pas aborder la question de la valeur sans aborder la question de la transition écologique, qui est évidemment celle qui quand même impacte et percute le plus l'architecture. J'essaye d'être rapide. 87% des architectes inscrits à l'ordre ont mené une opération de rénovation. Vous l'avez dit à plusieurs reprises, on part de l'habitat. Il y a 13% d'architectes qui n'ont jamais fait de rénovation. Bon. Mais le déjà là, bon voilà, ça évidemment c'est toute la trame de ce qu'on présente à la Cité, de nos conférences, de nos débats, etc. C'est évidemment indispensable. Et puis la valeur du temps, ça a été dit, la Cité, c'est l'architecture, le patrimoine. Alors moi, nous, le lien entre la sédimentation du passé et du présent est extrêmement importante, puisque le patrimoine, c'est l'architecture contemporaine qui est passée. Tu as parlé de l'architecture contemporaine remarquable, ce label 1392 monuments, bâtiments labellisés, architecture contemporaine remarquable. Ce qu'on voit à la Cité, c'est qu'il faut à peu près 80 ou 100 ans pour devenir patrimoine.
C'est-à-dire que maintenant, bon, alors l'art déco, alors là, ça marche à tous les coups. 1925-1930, on adore. Mais maintenant, on arrive à Perret. Comment, le classement du Havre à l'UNESCO, etc. Maintenant, ça marche. Hein. C'est-à-dire que une 45, etc. Mais pourquoi? Mais parce que ça a 80 ans, en fait. Et évidemment, le lien, il est très fort. Et la valeur, cette subjectivité, c'est qu'en fait, c'est le temps qui donne la valeur à un bâtiment. Alors, à ce sujet, il y a beaucoup de prix en architecture. Moi, je rêve d'un prix, le bâtiment 50 ans après, pour voir celui qui a le mieux tenu, ou bien 20 ans après. C'est pas forcément la faute de l'architecte, alors ce serait assez controversé. Mais l'idée de dire, bon, on a remis une équerre à un moment, mais tiens, on va remettre l'équerre 50 ans après, pour voir lequel finalement avait tenu. Et puis quand même l'idée de l'entretien qui m'est très cher aussi, je le vois moi comme président d'un établissement, dire qu'on met un pourcentage du prix, alors je sais pas comment on ferait dans les histoires de législatives réglementaires, mais de dire quand même l'entretien du bâtiment, la maintenance, c'est un vrai sujet. C'est ce que d'autres appellent, bon, la preuve par 7, etc., Bouchin, la permanence architecturale. Enfin, c'est l'idée que l'architecte, il doit rester après la construction de son bâtiment. Hein. Et moi, je crois, là, on va rentrer dans une période électorale. Hein. Évidemment, moi, je peux, comme fonctionnaire, j'ai un devoir de réserve, etc. Mais il vous appartient à vous. Hein. Vous avez travaillé. Tout ce que vous avez dit là, il faut le remettre au candidat. Hein. C'est dans un an. C'est quoi le rôle de l'architecte par rapport à ce sujet-là? L'architecte, il doit être central, pas tout seul, avec les paysagistes, les urbanistes, les sociologues, les citoyens, etc. Mais quand même, ce sujet de dire on fait confiance à l'architecte et on lui fait confiance aussi pour tenir dans le temps. Voilà. Et c'est ce que tu disais, j'en terminerai par ça, c'est la valeur, puisqu'il y a des présidentielles, dans un an quand même, mais c'est la valeur du débat démocratique, la valeur de l'architecture aussi dans ce qu'elle interroge la société et ce qui nous permet de parler d'autres choses, et du cadre de vie. Et à partir du moment où on parle du cadre de vie et du bien-être, on parle de beaucoup d'autres sujets. Je crois quand même qu'il faut s'interroger, pour redonner de la valeur à l'architecture, il faut redonner de la valeur à la place de l'architecte. Et donc, arrêter de lui donner des obligations de moyens, mais plutôt se tourner vers les obligations de résultats. Voilà, ça c'est une conviction personnelle pour finir sur le temps de la valeur. Voilà les 4 valeurs que je voulais décrire rapidement. Et merci encore de l'invitation, et merci Lorenzo, que j'ai vu à Nancy, etc. Enfin bon, on se voit souvent. Un grand merci pour cette contribution. Effectivement, vous avez parlé d'un prix des 50 ans. Vous avez évoqué les 50 ans, c'est marrant puisque les 50 ans, on va fêter les 50 ans de la loi sur l'architecture aussi l'année prochaine. Et on aurait peut-être beaucoup de choses à dire effectivement aussi sur ce sujet. Du coup, je donne la parole à Laurence Berthaud, présidente de l'Ordre, pour effectivement livrer également sa lecture, sa vision sur le sujet qui a été effectivement défini collectivement avec l'ensemble du Conseil il y a maintenant quelques mois. Voilà pourquoi on a choisi ce sujet et quels sont les axes que tu souhaiterais développer du coup en conclusion et en réaction de ce qui a été dit. Je ne sais pas, ça marche pas en fait. Si, ça marche, c'est bon. C'est bon, ça marche, vous m'entendez? Ok. En fait, j'avais préparé toute l'après-midi pas mal de choses. Et puis en vous écoutant, m'interpeller, me remercier, je vais partir ailleurs. Déjà, merci d'être présent, d'avoir clos cette deuxième édition des Assises. Et en fait, vous remerciez Laurence Berthaud, mais ce n'est pas Laurence Berthaud qu'il faut remercier. Moi, je suis présidente d'un ordre, donc ils sont là. Et du coup, je vais parler de la valeur de l'engagement. Magali, on était sur les bancs de l'école ensemble aux Beaux-Arts, et on se retrouve là ensemble... on ne va pas dire le nombre d'années écoulées, mais du coup, l'engagement reste. Donc moi, cet engagement, je l'ai porté sur mes premiers croquis et cette valeur de l'engagement, elle est très très importante pour moi et c'est pour ça que je suis à cette place ici. Mais c'est surtout de l'engagement des élus. Tu as rappelé, Lorenzo, ces 4 mois de travail plus, enfin je ne sais même plus, tellement il y a eu de copies, de synthèses, pour le résultat d'une journée qui est juste magnifique. Les étudiants de Versailles que je vois dans la salle, avec qui on a commencé hier, et qui sont venus, en fait, ça pour moi,
C'est peut-être une des consécrations aussi de cette deuxième édition, c'est que les étudiants viennent à l'ordre. Et donc hier soir, ils me disaient mais en fait, nous, on va s'installer, mais comment on fait? Mais on est complètement perdu. Et je leur ai dit, mais enfin, il n'y a pas à être perdu. Vous venez, si c'est en Île-de-France, vous venez au Récollet. Si c'est en Nouvelle-Aquitaine, vous allez au CROA de Nouvelle-Aquitaine. Et en fait, il y a des pairs, il y a des architectes qui continuent à être présents pour accompagner les jeunes générations qui vont arriver. Donc voilà, en vous écoutant, c'est vraiment cet engagement, la valeur de l'engagement, on n'en a peut-être pas parlé, mais elle est indispensable. Et donc du coup, juste pour revenir un peu sur cette valeur qu'on a voulu mettre en chapitre 2, c'est tout simplement un chantier institutionnel. La valeur de l'architecture, finalement, on s'est tous dit que c'était une question d'intérêt général. L'année dernière, on a parlé de la qualité, donc on s'est dit allons-y. Tout le monde nous a dit chouette, enfin quelqu'un ou une institution qui va définir la qualité parce qu'on ne sait pas. Alors on l'a pas défini, hein. Il y a encore mais en tout cas on a ouvert le débat. Là on a ouvert le débat sur la valeur, elle est institutionnelle, elle est d'intérêt général, on l'a démontré tout au long de la journée. Ce qui est super, c'est qu'on a aussi posé des problématiques. J'ai entendu la restitution, on a aussi fait une feuille de route pour... alors là, vous avez du boulot, les 12, on va dire les jeunes élus qui restent. Il y a une magnifique feuille de route qui est en place là. Voilà, donc l'ordre s'est saisi de ce chantier, va continuer à s'en saisir, en tout cas le CROAIF. Pas pour fixer des tarifs, parce qu'on s'est posé cette question, bien évidemment. On s'est dit, voilà, mais ça c'est l'intérêt à agir de l'ordre, c'est surtout, on nous a dit de nous taire, hein, donc taisons-nous. Mais pour construire une démonstration, donc on a construit une démonstration aujourd'hui, qui était rigoureuse, qui était documentée, partagée avec la rigueur des chercheurs. Hein. Il y avait aussi des chercheurs dans les ateliers pour partager ce que l'architecture apporte réellement. Moi, j'ai aussi, en dehors de cet engagement, je suis attachée à deux choses, le regard, la transmission par le regard. Donc, vous savez que je transmets aux enfants l'architecture et la ville rêvée et une telle belle expression inventée par la maison d'architecture. Et donc, la transmission par le regard de cette valeur dès le plus jeune âge, des gestes visibles ou invisibles, en tout cas du déjà là, d'une ville qui existe, d'une ville qui est belle ou pas belle, ou qui va devenir belle, c'est indispensable. Et puis on est des irréductibles. L'architecture et les architectes sont irréductibles. On est là, on sera encore là, on sera toujours là pour défendre cette valeur. C'est le premier trait sur le papier jusqu'à la livraison d'un espace bâti. Il se passe quelque chose d'unique et au-delà de ce regard, il y a une pensée. Et les architectes ont cette pensée qui fait que l'architecture, se construit à partir de rien ou à partir de quelque chose, puisqu'on parle du déjà là maintenant. Et quand même, j'ose Maxime. En fin de journée, interrogeons-nous honnêtement. J'ai vu qu'il y avait quelques élus qui avaient rejoint la salle, donc j'ose. Comment se fait-il que des prestations aussi complexes, aussi engagées, aussi responsables soient si souvent comprimées dans des enveloppes d'honoraires qui ne permettent pas de travailler correctement? Donc c'est plus une question de confort, c'est une question de qualité architecturale. Quand on rône les honoraires, c'est la mission qui s'appauvrit, c'est le temps de la conception qui se réduit, et donc c'est la qualité de l'espace bâti qui en pâtit. Et donc effectivement, est-ce que dans 50 ans on aura encore de l'histoire à raconter? Peut-être plus. Donc voilà, c'est peut-être aussi ça qu'on a voulu poser aujourd'hui, je pense, avec l'ensemble du Conseil d'Île-de-France, c'est que cette valeur ne peut pas
cette qualité doit être préservée. Et ce travail sur le temps long, c'est un investissement pour l'avenir. Un grand merci. Il nous reste quelques minutes. Si vous avez des réactions et que vous souhaitez prendre la parole, vous ou le public, s'il y a une ou deux questions, c'est tout à fait possible également. Voilà, je sais que la journée a déjà été longue, donc sinon on peut aussi se permettre un petit mot de conclusion, si vous voulez, en une minute. Il y a beaucoup de messages d'espoir qui ont déjà été donnés, mais si vous vouliez effectivement redonner encore un message effectivement positif sur cette valeur de l'architecture et sur ce qu'elle représente, voilà, libre à vous de faire un petit mot de conclusion si vous le souhaitez. Et peut-être Lorenzo, tu as une réaction. C'est un peu une forme de question parce que j'ai bien apprécié. Enfin, dans cette journée, je ne sais pas si vous vous êtes rendu compte, on avait rajouté ce surtitre qui s'appelle « Du projet à la réalisation », entendant par là peut-être que les architectes participent à un mouvement de création de valeur, puisqu'ils partent de l'imaginaire au réel. Et en fait, ce que j'ai aussi découvert, parce que moi aussi en tant que commissaire, j'ai appris des choses aujourd'hui, dans les ateliers et aussi dans ton témoignage Léa et ton témoignage Julien, c'est qu'en fait, c'est même au-delà, c'est-à-dire il y a une valeur qui aussi se crée dans l'histoire. Il y a une valeur qui se crée, ça a été vu dans un des ateliers, aussi dans le rêve d'architecture, c'est-à-dire avant l'origine que même l'once de quelque architecte puisse apparaître sur la planète. Et donc il y a quelque chose de fondamentalement humain dans cette question d'architecture. Je ne sais pas si on pouvait aussi encore élargir, c'est pas seulement du projet à la réalisation, mais finalement cette valeur de l'architecture, on rejoint peut-être la loi de 77, l'architecture est une expression de la culture, c'est la première phrase de la loi de 77. Je ne sais pas si ça vous interpelle, mais voilà, moi c'est la grande découverte, c'est l'histoire finalement rentre là-dedans. Moi, ce que disait Léa et ce que tu dis me fait réagir, mais j'en ai dit un mot, je crois que c'est aussi quand même la médiation, le sujet qu'on a, que moi j'ai comme président d'une institution culturelle, c'est quand même que l'architecture requiert de la médiation et de l'explication, et donc de la sensibilité. Et comment aussi par le sentiment, l'émotion, on arrive à la compréhension. Autant c'est facile, je dirais, dans ma partie patrimoniale, comme je le disais tout à l'heure, parce que c'est évidemment plus facilement accessible, en tout cas croit-on. Mais moi, j'ai envie vraiment de défendre l'architecture contemporaine et les architectes contemporains. Et donc, ça requiert, dans ce qui concerne le goût de l'architecture, et donc de la valeur, ça consiste quand même, peut-être pour les architectes c'est évident, mais pour le grand public, à faire comprendre et à faire connaître et apprécier ce qu'est la valeur de l'architecture, et notamment de l'architecture contemporaine. Et là, on se pose beaucoup plus de questions, de présentation dans une exposition, de médiation auprès des publics, etc. Et ça entraîne évidemment beaucoup de choses, mais c'est ce que vous faites, vous aussi, bien sûr, au quotidien dans les maisons d'architecture. Oui, et ça renvoie un peu à ce que tu disais, Magali, en ouverture, aussi sur le label ACER, sans doute que le label architecture contemporaine remarquable, qui permet de désigner une valeur dès le premier jour, en fait, en prenant évidemment un risque, parce que faire l'hypothèse d'une valeur qui est là, ou qui apparaîtrait, ou qui va se transformer, qui va disparaître, qui va réapparaître, on pourrait dire que c'est un des beaux challenges du label architecture contemporaine remarquable. Oui, alors peut-être, alors c'est pas une réponse, c'est juste pour continuer sur ce sujet qui est quand même central aussi pour, j'en ai pas parlé, mais au sein du ministère de la Culture, il y a un service du patrimoine et un service de l'architecture qui est une question d'ailleurs. Et donc ce dont tu parles, Julien, et ce que tu as souligné sur l'inscription dans le temps, cette question de la valeur, ça a été un peu dit ce matin sur, c'était la dame de Que Choisir justement qui disait qu'il y avait des valeurs refuges finalement. Alors, et cette question du alors c'est un peu peut-être confus ce que je suis en train de dire, mais ce que j'essaye de transmettre là, c'est que pour moi il y a un vrai débat de société quand on parle de renégociation et quand je parlais de croyance. Pour moi, il y a effectivement collectivement à s'entendre sur ce qui fait valeur, et effectivement l'architecture formalise
doit être la formalisation de nos valeurs. Et le risque, c'est qu'on soit beaucoup dans le re et dans des valeurs refuges, hein, justement. Et c'est un peu ce que disait la dame de Cauchoisier en disant on se réfugie sur des offres, en fait, par exemple, de l'ancien. Dès qu'il y a une crise, en fait, les gens vont plutôt acheter de l'ancien plutôt que du neuf. Donc, on est quand même très sensible à ça aussi, à la fois. Et c'est vraiment une mise en tension qu'il faut essayer de travailler. Je pense que c'est au cœur de la pratique architecturale. Hein, c'est à la fois dans quelle histoire on s'inscrit et qu'est-ce qu'on propose en fait comme nouvelles valeurs qui répondent mieux aux défis contemporains. J'ai oublié de le dire là tout à l'heure, c'est que autour de la question de l'économie, au-delà de la question du prix et de la rémunération qui est centrale, parce qu'en fait c'est le début en fait de la reconnaissance, évidemment, la façon dont on est payé, la hauteur de la rémunération. Mais aujourd'hui, je pense que dans l'architecture, il y a vraiment une question qu'il ne faut pas éluder sur dans l'intervention sur l'existant, cette mise en tension entre l'optimisation et la sobriété. Donc moi je pense qu'il y a vraiment une vraie question d'architecture et qui n'est pas qu'une question patrimoniale et d'intervention sur l'existant. Il y a aussi des questions de création architecturale. Comment en fait on fait passer la valeur de la sobriété et de la... alors quelqu'un avait dit less is more. Donc bon, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à réinventer autour de ça? Et puis, alors j'en profite parce que j'avais trouvé un super comment dire, comment ça s'appelle, un jeu de mots que j'ai oublié de dire tout à l'heure. Parce que ce matin, il y avait le sociologue que j'ai trouvé formidable. Je sais pas, il s'appelle Jean-Louis. Voilà, Jean-Louis. Il a dit en fait que l'architecte était le dernier, était encore celui qui prenait des risques. Il fallait qu'il, voilà. J'ai trouvé ça formidable parce que effectivement, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on défende en fait auprès des acteurs en fait qui ne reconnaissent pas le rôle de l'architecte. C'est celui qui prend des risques. D'ailleurs, il y avait un architecte qui est Laurent Noël que j'ai revu à Roubaix, qui m'avait dit qu'effectivement, c'était presque la seule profession qui tenait à ce que le projet se réalise, que les autres, en fait, à la limite, ils étaient assurés, ils pouvaient très bien, le projet pouvait ne pas se réaliser, mais pour l'architecte, c'était catastrophique. Et donc, mon jeu de mots, c'était que par rapport à cette prise de risque, quand j'ai entendu ça, ce matin, je me suis dit, peut-être que les architectes, c'est les derniers des valeureux, parce qu'on n'a pas parlé cette question des valeureux. Et c'est une autre définition de la valeur. En fait, c'est le courage. D'être valeureux. Donc voilà, c'est ce que je voulais dire. Bien, et ben écoutez, je pense que sur ces bons mots, on va pouvoir clore cette deuxième édition. Un grand merci à vous tous pour votre participation. Et du coup, je vous propose qu'on prolonge les échanges juste à l'extérieur avec un petit pot de l'amitié. Voilà, merci beaucoup à tous.